Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, ça y est, on va commencer ce dernier live de la semaine. Cette semaine qui a été une semaine consacrée à la sensibilisation au deuil périnatal. Nous sommes aujourd'hui le 15 octobre. J'ai été très heureuse d'être invitée par Agapa. Je suis Sophie de Chivray, la créatrice d'Au revoir podcast. Et cet après-midi, je reçois Isabelle Caillot. Bonjour Isabelle. Bonjour. Je pense que là, c'est bon. On nous entend bien toutes les deux. Si quelqu'un pouvait nous mettre un petit commentaire. Moi, je vous entends très bien, Isabelle. Bon, très bien. Moi aussi, je vous entends très bien, donc je pense que Génial. on va Bon, faire ben un alors c'est test que tout le monde technique. nous entend. Alors, du coup, je vais vous présenter, Isabelle, avant de commencer à proprement parler, ce live, un live qui est consacré aux vertus thérapeutiques de la parole collective dans le deuil périnatal. Donc, Isabelle Caillot, vous êtes psychologue clinicienne, psychanalyste, et vous avez organisé pendant de longues années un groupe de parole de mères endeuillées. C'est souvent ce groupe de parole qu'on appelle comme celui du groupe de parole du boulevard Brune à Paris dans le 14e arrondissement. Et vous êtes la co-autrice avec Marie-Josée Soubieux de l'ouvrage Deuil périnatal et groupe de parole pour les mères qui a été publié aux éditions RS au printemps dernier. Donc je suis vraiment ravie de vous recevoir, Isabelle. Merci beaucoup. Je voulais aussi préciser que ce groupe a duré très longtemps, une vingtaine d'années. Marie-Josée Soubieux en étant évidemment la pionnière, hein, comme elle a fait beaucoup de choses pour le deuil périnatal. Et ce groupe, en tout cas, nous l'avons arrêté. Marie-Josée est partie à la retraite et moi, j'ai quitté pour travailler maintenant à Port-Royal il y a bientôt 3 ans. Donc voilà, le groupe a lieu à mon cabinet pour certaines fois. Mais bon, je pense que c'est intéressant de parler des groupes aussi en général et surtout d'aider les professionnels à organiser et de voir les vertus thérapeutiques de ces groupes-là parce qu'il faut vraiment se rendre compte que c'est très facilitateur pour ce traumatisme de la perte d'un bébé. Je vous remercie d'avoir apporté ces précisions. Alors du coup, avant qu'on commence vraiment dans le vif du sujet par rapport au groupe de parole en tant que tel, on s'était dit que c'était important de revenir sur ce qu'est le deuil périnatal et pourquoi c'est un deuil très particulier selon vous. Vous m'avez dit à plusieurs reprises, le deuil périnatal, ce n'est pas la même chose que les autres deuils. Est-ce que vous pourriez expliquer aujourd'hui pourquoi, donner quelques précisions aux personnes qui nous écoutent et nous regardent? Alors écoutez, je crois qu'effectivement, on a souvent parlé du processus de deuil, on l'a souvent décrit. Pour certains en tout cas avec des étapes et des émotions particulières dans les étapes. Donc souvent c'est ce schéma-là en fait qui revient sur la problématique du deuil et je pense que c'est un schéma qui n'est pas du tout adaptable pour la question du deuil périnatal, comme d'ailleurs rarement les schémas. En tant que psychanalyste, c'est vrai que c'est toujours la question du processus que l'on réfléchit. Et c'est pour ça que c'est important aussi de trouver des professionnels qui sont des professionnels formés à la question du deuil périnatal, parce que ce qui est très différent, en tout cas qui n'a rien à voir avec un deuil dans les deuils qu'on peut rencontrer dans la vie, c'est que le deuil périnatal amène en tout cas à faire qu'il n'y a que les parents qui ont en fait connu, et plus particulièrement les mères, bien sûr, du fait de la grossesse et de tout ce qui se passe pendant la grossesse, qui ont connu ce bébé. Et donc, ben, comment parler d'un bébé où il y a que les parents qui ont connu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de récit collectif possible, puisque les grands-parents ne l'ont pas connu, les oncles et tantes ne l'ont pas connu. Enfin, voilà, sur le plan familial, personne n'a connu cet enfant. Et sur le plan de la société, le premier mouvement, c'est de faire comme si ça n'a pas existé parce qu'il n'y a pas cette possibilité d'une rencontre, d'une ressemblance, par exemple, de l'enfant avec un des membres de la famille. Et ça va être la lourde tâche aux parents, non seulement de vivre cette perte, mais en plus de transmettre à toute la famille et à la société que ce sont des parents, des pères et des mères. On pourrait appeler ça désenfanté, parce que c'est vrai qu'il y a aussi peu de termes pour parler de ces parents endeuillés. Mais effectivement, c'est un. Alors avec Marie-Josée,
on a l'habitude de parler d'une forme de millefeuille du deuil, c'est-à-dire que ben, 1001 feuilles, ça en fait beaucoup, qui sont des couches l'une sur l'autre, et effectivement, un deuil amène à penser d'autres traumatismes, et quelquefois ce deuil périnatal réveille des traumatismes aussi plus anciens, et cela amène à accompagner les mères et les pères dans cette question de la perte. On parlera jamais d'étapes. Je crois que c'est tout à fait impossible de parler d'étapes dans cette question du deuil périnatal, mais d'un processus, d'une reconnaissance et surtout la question de la parentalité. Quand vous parliez presque d'une mission, de devoir formuler ce récit pour que les autres, la société, l'entourage, la famille, les amis, puissent entendre l'existence de cet enfant presque. Finalement, pour résumer, j'ai presque l'impression, et c'est ce qu'on on a un petit peu cette intuition quand on vit le deuil périnatal, c'est que non seulement on ressent le poids de la tristesse, mais aussi du tabou et presque cette mission qu'il faut légitimer ce deuil, le faire exister pour que les autres en prennent la mesure et puis faire exister aussi cet enfant à travers nos mots. Et finalement, il y a que sur les épaules des parents presque que ça repose cette mission et c'est extrêmement lourd à porter. C'est extrêmement lourd à porter. C'est pour ça d'ailleurs que les parents ont besoin aussi d'un accompagnement. Et c'est pas parce qu'ils sont parents qu'ils vont d'emblée trouver les mots, eux aussi, pour dire et crier leur douleur à l'entourage. Et on peut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup, alors de maladresse, on pourrait appeler ça des maladresses, mais en tout cas sur les paroles qui sont entendues autour du deuil périnatal dans l'environnement, les paroles sont souvent des paroles qui sont vécues par les mères et par les pères comme violentes, alors que l'intention n'est pas la violence en fait. L'intention est sûrement de soutenir, mais cette question du soutien, elle est très souvent méconnue et puis surtout très mal accompagnée. Voilà, on pourrait se dire que déjà aller rencontrer le petit neveu, la petite nièce qui vient de naître, ben pour une mère endeuillée, c'est une situation violente, impossible, et que effectivement, il faudrait plutôt accompagner les mères pour les aider à ne pas venir, ne jamais les culpabiliser, parce que c'est des situations qui sont complètement traumatiques. Et quand je parle du deuil par couche, effectivement, de ce millefeuille, eh ben, ça ne fait que réactiver les femmes enceintes aussi qu'on croise dans la rue. Ça réactive quelque chose de complètement traumatique parce que les mères, en tout cas, ne se reconnaissent pas dans les pensées excessivement violentes, négatives, cruelles qu'elles peuvent avoir à ce moment-là, puisqu'elles sont dans la question de la perte. Et cette perte-là amène non seulement à vivre la perte, mais en plus, il faut la raconter, la perte. Donc, c'est vraiment un travail titanesque. Alors du coup, c'est vrai que vous donniez l'exemple de ces paroles qui peuvent être très maladroites, qui sont pas nécessairement malveillantes par essence, mais qui font beaucoup, beaucoup de mal. Là, on va se focaliser aujourd'hui sur une parole qui fait du bien ou qui permet d'aller mieux, donc la parole collective dans les groupes de parole notamment. On va revenir sur le fonctionnement de ces groupes de parole, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident de se dire, bah, je vais faire la démarche d'aller parler avec d'autres, éventuellement seulement de les écouter dans un premier temps. Est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi écouter, au moins écouter dans un premier temps la parole des autres mères dans le sein d'un groupe, au sein d'un groupe de parole, ça permet déjà quelque part de nous faire du bien en fait. Alors, j'ai envie de dire, déjà, avant d'écouter, il faut réussir à y aller. C'est pas parce qu'on a trouvé sur Internet ou dans son environnement l'existence d'un groupe de parole thérapeutique que bah, on peut y aller. Je crois que déjà la démarche de sortir de chez soi, de s'habiller, de prendre des transports et de franchir une porte dans un lieu où ce groupe va exister, c'est déjà mission impossible au départ. Entre le moment où on peut éventuellement penser qu'un groupe comme ça peut aider en termes de soutien, et le moment où on y va dans la réalité, bah déjà ça, c'est vraiment un cheminement pour les mères qui est un cheminement très difficile. Donc je pense qu'effectivement, la question des groupes, pour qu'ils soient thérapeutiques, il faut absolument faciliter l'accès
pour les mères, donc éviter les choses administratives lourdes, éviter les inscriptions, éviter d'avoir quelqu'un au téléphone, par exemple, et de raconter rien que son nom, son prénom, tout ça, il faut, quand on met en place un groupe thérapeutique, il faut se rendre compte que déjà la venue au groupe, c'est déjà tout un travail psychique pour les mères, c'est déjà de sortir. Voilà, donc déjà ça. Alors Ouais, c'est un ensuite, long cheminement en fait. voilà, déjà ce cheminement-là, donc une fois que les mères arrivent à venir au groupe, c'est aussi de se dire qu'il va falloir accueillir ça, accueillir cette capacité à être venu au groupe et donc accueillir les gens, c'est aussi leur permettre d'être dans le groupe, mais juste peut-être d'écouter dans un premier temps ce que d'autres mères qui en sont peut-être un peu plus loin dans leur histoire personnelle par rapport à la perte de ce bébé, ce qu'elles en disent. Et je crois que, en tout cas, le premier mouvement de pouvoir dire je suis la mère de ce petit garçon ou de cette petite fille, de pouvoir le prénommer devant le groupe, la plupart du temps, effectivement, en s'effondrant en pleurs ou en étant très ému de pouvoir nommer ça, c'est déjà un premier cheminement dans le groupe et une très grande chance aussi de rencontrer des mères qui sont là depuis plus longtemps et qui peuvent dire en se présentant je suis la mère de le petit Liam, la petite Alexandra, enfin voilà. Donc le petit Gabriel, enfin, voilà, des prénoms, nous les prénoms que l'on retient en tout cas dans le travail qu'on a fait avec Marie-Josée pendant ces 15 années, c'est le prénom des bébés en tout cas, pas forcément le prénom des mères. Voilà, donc être la mère de, c'est déjà une étape dans le groupe d'exister et d'avoir cette identité. C'est le début du récit, en fait, il était une fois. Justement, j'allais rebondir sur la notion de récit parce que pour vous, c'est quelque chose d'extrêmement important de mettre des mots, de faire le récit de ce qu'on a vécu, de faire le récit de la vie de cet enfant qui a peut-être été que in utero, mais qu'importe en fait, ça a existé. C'est vraiment le début du récit, de dire déjà, je suis la maman de cet enfant. C'est vraiment faire advenir le récit au sein du groupe de parole. Absolument, et c'est pas toujours possible dans un premier temps. C'est pour ça que vous avez raison d'insister sur l'écoute. Dans un premier temps, peut-être c'est d'écouter comment se présentent d'autres mères qui sont là depuis plus longtemps et avoir un espèce de désir. Et là, on est vraiment, vous parliez des paroles positives, de se dire un jour, moi aussi, j'y arriverai à parler comme elle parle, cette maman-là, de sa petite fille. Moi aussi, je vais y arriver. J'ai envie de lui ressembler. Et c'est pour nous des tas de mécanismes, en tout cas sur le plan psychique, qui sont des mouvements d'identification, pouvoir s'identifier à cette mère qui arrive à parler de cet enfant-là et de ce qu'elle vit au jour d'aujourd'hui, par exemple, parce que la mère peut raconter qu'est-ce qui se passe pour elle dans la vie actuellement, une reprise professionnelle, comment ça se passe, comment ne pas oublier ce bébé alors que tout le monde va faire comme s'il n'a jamais existé quand on reprend le travail. Voilà, les mères en sont à différentes étapes, j'ai envie de dire, de leur vie par rapport je sais pas, entre le congé maternité et la reprise du travail, par exemple, c'est ce que moi j'appellerais des étapes. Ça, ce sont des étapes. Parce que c'est encore un nouveau combat hein, de reprendre le travail après avoir perdu un bébé. Et donc, Je confirme. l'idée du groupe, voilà, c'est de pouvoir s'identifier et de se dire un jour, cette maman-là, ben, je voudrais être comme elle. Voilà, je voudrais être comme elle. Je vais y arriver. Si elle y est arrivée, peut-être que moi, je vais aussi y arriver. Et puis, je crois qu'il y a des liens qui se tissent aussi en dehors du groupe avec des mères, des femmes qu'on n'aurait jamais rencontrées et face à ce drame terrible de le rencontrer. Alors, vous insistez sur la grossesse, par exemple, en disant qu'effectivement, personne n'a rencontré ce bébé. Pauline Lavaux, elle a écrit ce livre 9 mois et 9 jours, et même si elle a eu un petit garçon qui n'a vécu que 9 jours, elle a toujours dit et insisté que ce bébé n'avait pas vécu 9 jours. Ce bébé avait vécu 9 mois et 9 jours.
Donc l'histoire, elle commence pour certaines mères au moment où ce test de grossesse a été positif. Pour d'autres, c'est plus compliqué, c'est plus tard dans la grossesse, à la première échographie. En tout cas, le Il était une fois, pour un couple qui rentre dans la parentalité, euh, il a un début qui n'est pas forcément le même, mais souvent dont on se souvient, l'annonce de la grossesse à la famille, la manière dont on l'a fait. Voilà. Et ça, je crois que ça peut se raconter pour tous les bébés de la Terre, et ça doit se raconter. Puisque vous parlez de Pauline Lavaux, alors Pauline, je crois qu'elle était là au début du live. Je ne sais pas si elle est toujours avec nous, mais ça me donne envie de rebondir et de raconter une anecdote parce que je pense que c'est aussi ce qui se passe dans les groupes de parole. Vous faisiez référence tout à l'heure à ces émotions extrêmement vives et très déstabilisantes qu'on peut ressentir quand on a une annonce de grossesse, quand on a une annonce de naissance. Et moi, au moment de l'enregistrement, c'est le premier enregistrement du podcast que j'ai fait avec Pauline Lavaux. J'ai jamais participé à des groupes de parole, à mon grand regret. Et Pauline, dans le cadre de l'enregistrement, me parle de elle, ce qu'elle ressent plusieurs années après par rapport aux annonces de naissance et de grossesse. Et là, pour la première fois, je me suis dit, ah, mais nous sommes au moins deux à vraiment ressentir ça, même si on n'est plus dans l'immédiateté du deuil périnatal à ses débuts, mais qu'on est plusieurs mois, plusieurs années après. Et du coup, pour faire le lien avec les groupes de parole, je me dis que dans les groupes de parole, c'est aussi ça, ce qui se Oui, passe, c'est d'avoir des repères et de se dire, ok, donc on n'a aucun repère par rapport au deuil périnatal, par rapport aux émotions qu'on va traverser. Il y en a qui vont être complètement socialement inacceptables pour beaucoup de personnes de notre entourage. Mais finalement, ce qui se crée, c'est qu'il y a une sorte de miroir entre nos émotions, celles des autres, et les autres valident exactement. d'une certaine manière ce qu'on ressent. Et ça, c'est extrêmement puissant quand on se sent très seul, sans aucun repère. Finalement, dans un groupe de parole de mères endeuillées, ce sont les autres mères endeuillées qui deviennent les repères, Oui. les unes des autres, les balises, en fait, quelque part. Oui, et qui valide les sentiments excessivement violents et inconnus, si vous voulez. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'on vit de manière intrapsychique des sentiments qu'on n'a jamais connus, un fonctionnement qui n'est pas le sien d'une certaine manière, et on se retrouve à se sentir parfois excessivement cruel. Voilà, je disais, rencontrer une femme enceinte, par exemple, ou se retrouver nez à nez avec une femme enceinte, quand vous avez, vous, perdu un bébé à 8 mois et demi de grossesse, c'est juste avoir envie que cette femme disparaisse. Voilà, et c'est des mouvements internes d'une violence et d'une agressivité terrible qui existent et qui doivent absolument être reconnus et surtout qui doivent pouvoir être dits pour éviter toute culpabilité parce que d'ailleurs, dans les groupes de parole de mères endeuillées, on a très souvent des moments plutôt où les femmes rient entre elles parce qu'elles retrouvent une pensée commune sur les femmes enceintes, par exemple, dans les transports, parce qu'elles arrivent au groupe, elles disent aujourd'hui, il n'y avait que des femmes enceintes dans le wagon, ce qui effectivement n'est jamais le cas, mais en tout cas, elles ne voient que ça, par exemple, et l'idée que ces femmes ne devraient pas être là, ne devraient pas sortir de chez elles. Et moi, ce que j'aimais beaucoup dans ce groupe, en tout cas, ou dans ces groupes, c'est, comme le dit assez bien Pauline, les mouvements où vous dites, vous, en miroir, de pouvoir se dire, mais je rencontre d'autres folles, en fait. Et elles avaient fini par se dire, nous sommes toutes des folles normales, en fait. C'est tout ça, c'est de la normalité, de rencontrer des sentiments d'une puissance incroyable, et en même temps, de trouver que ces femmes ont un courage incroyable parce qu'une créativité extraordinaire pour sortir de ce mouvement évidemment dépressif, bien sûr, mais en même temps la créativité et la parole qui va permettre de s'appuyer sur les idées des autres, de trouver que telle maman, elle a une idée formidable pour parler éventuellement à son aîné, qu'est-ce qu'elle lui dit, que cette maman, elle a planté un arbre, ben, on n'y avait pas pensé, ben, pourquoi pas pourquoi avec le papa, on ne ferait pas la même chose, de planter un arbre qui a du sens, voilà. Parce que la question du symbole va être très importante dans le deuil périnatal, puisque l'enfant n'a pas vécu ou a vécu peu de temps éventuellement. C'est comment on va entrer dans la question de la représentation et du symbole. Et ça, on peut
aussi s'appuyer sur les idées des autres dans un groupe. Un groupe, ça a une fonction contenante on réfléchit et on a des idées souvent à partir des idées des autres, même si la créativité va être personnelle, il faut des appuis de ces mères et de ce ressenti de familiarité. Moi, je trouve que dans ces groupes, il y a quasiment un langage commun qui apparaît. C'est comme si elles parlaient toutes en fait la même langue et qu'il y a très peu de gens qui parlent cette langue. Donc l'idée, c'est de transmettre aussi qu'on peut peut-être tous parler un petit peu plus cette langue pour pouvoir être capable, à partir du moment où les mères endeuillées et les pères endeuillés s'expriment, d'être capable quand même de les écouter et de ne pas faire comme si tout ça n'avait pas existé. Alors j'ai peut-être une anecdote par rapport à ce que vous parliez d'anecdote. D'un seul coup me revient dans un des groupes une maman qui avait perdu un petit garçon et en fait elle reprenait le travail et comment parler de tout ça, elle avait décidé d'en parler sans en parler, mais un jour elle s'est retrouvée à la cafétéria avec un café et les mères parlaient toutes de leur accouchement et à un moment donné elle s'est dit ben, moi j'ai accouché en fait aussi de ce petit Aubin, ben, je vais leur raconter mon accouchement. Et elle disait que sans même se rendre compte, ce qu'elle avait de commun avec ses mères, c'est qu'elle avait accouché, elle avait été enceinte et que c'était ce commun avec les mères qu'elle allait partager et pas forcément raconter la perte de son bébé, mais dire que elle était une mère parce qu'il n'y a que les mères qui accouchent. Et donc, elle a raconté sa grossesse, elle a raconté son accouchement, et elle est retournée travailler après son café et elle avait le sentiment qu'elle appartenait dans son milieu professionnel, en tout cas au groupe des mères et à des femmes qu'elle rencontrerait peut-être jamais parce que c'était le temps de prendre un café à la cafétéria, mais qu'elle avait passé plutôt une bonne journée une fois qu'elle avait pu raconter son accouchement, par exemple. Je trouvais que c'était un très bel exemple de la question de la narrativité. Oui, effectivement. Et du coup, je rebondis aussi sur ce que vous dites par rapport à tous ces récits et le fait qu'on a besoin aussi d'entendre les récits des autres. Ça peut créer aussi une émulation par rapport au rituel, par rapport aux symboles, à tout un tas de choses qui accompagnent le deuil. Euh, pour faire un parallèle entre groupe de parole et le podcast, on l'écoute. Alors certes, on ne prend Oui. pas forcément la parole, même si il y en a qui prennent la parole, mes invités. Et effectivement, on part d'une histoire qui est intime, privée et qui arrive dans la sphère publique. Donc finalement, cette parole, elle devient presque collective. Oui, oui. Et du côté des auditeurs, des auditrices, parmi les commentaires que j'ai parfois, il y en a eu même certains, suite à l'épisode que j'ai mis en ligne aujourd'hui sur qu'est-ce que le deuil Mhm. périnatal, beaucoup de personnes qui disaient je l'aurais pas formulé comme ça, mais je ne trouvais pas les mots. Et là, ça me fait du bien, en fait, d'écouter les mots des autres. Ou finalement, il y avait une autre personne qui mettait un commentaire que j'ai trouvé très fort. Je me rends compte que c'est dans les mots des autres que je parviens aussi à me reconstruire. Donc en fait, c'est parce qu'il y a des échanges, toute une circulation de cette parole qu'il y a des effets positifs. Là où certains les personnes qui n'ont pas vécu de deuil périnatal ou alors d'autres générations auraient préféré le secret, c'est-à-dire on se tait, on n'en parle pas. Là, on se rend compte que non, en parler, c'est pas être dans une sorte de rumination, d'être dans un deuil qui devient pathologique, à ne penser qu'à ça. Non, en parler, c'est pour avancer, c'est pour aller de mieux en mieux, pour faire un récit qui est nécessaire, en fait. Oui. Parce que quand vous parlez du secret, effectivement, probablement, il y a toujours cette idée qu'il faudrait protéger les mères et que les protéger, ça serait ne pas en parler. Parce que en parler, c'est tellement douloureux pour l'entourage éventuellement, pour la sphère amicale que, bon voilà, il vaut mieux ne pas en parler et les gens le voient comme une protection. Or, ça n'est pas une protection pour les mères, c'est une agression parce qu'elles vivent ça comme on n'en parle pas, on ne va pas nous dire que notre meilleure amie est enceinte parce que ça va nous faire du mal. Non, ça va nous faire du mal justement de ne pas le savoir et d'être un peu la pestiférée, la dernière roue du carrosse. Les mères le vivent comme ça.
Les mères se vivent comme des pestiférées. Sur le plan corporel, c'est excessivement difficile ce qui s'est passé dans le corps des mères. Elles peuvent vivre leur corps comme un tombeau, comme une sépulture, enfin, des représentations comme ça, excessivement violentes. Et alors, on n'est plus dans le monde des humains si on ne partage pas ce qui se passe. Les mères savent très bien qu'il y a des bébés qui vont naître, il y a des femmes qui vont être enceintes, et si on ne les met pas au courant, eh ben, ça ne les protège pas. Au contraire, ça les agresse. Donc, il ne s'agit pas de protéger les mères. Elles ne demandent pas ça, les mères. Elles demandent à être reconnues comme des mères. Et en dehors de parler de cette grossesse, cet accouchement, ces émotions excessivement fortes, on n'a pas vraiment d'autre moyen que d'utiliser les mots. Effectivement. Et les mots, ça, c'est formidable espoir de lier à la fois le perceptif, le sensoriel, l'affect. Voilà, les mots, on s'y retrouve tous parce qu'il y a plusieurs niveaux dans ce qu'est le langage. C'est le sensoriel pour certaines, c'est le perceptif pour d'autres, c'est l'affect pour d'autres, et on fait tout un tissage à partir de ces différents champs du langage qui va permettre justement de construire ce récit, chacune et chaque parent avec ses propres représentations. Mais elles sont fondamentales et quand elles sont collectives, c'est vrai qu'elles sont excessivement plus puissantes parce que ça va beaucoup, beaucoup plus vite qu'en individuel. Oui, effectivement, et puis il y a un dialogue qui peut se créer en direct. Donc forcément, on va dire que c'est presque plus efficace, même si ce terme d'efficace n'est pas forcément le plus approprié, en tout cas puissant, comme vous le Oui. disiez. Oui. Il me semble que l'accompagnement, quand on a la chance de pouvoir être avec des thérapeutes formés et qui reprennent les choses et qui effectivement lient les choses, amène quelquefois à dire des choses encore plus fortes que ce que les mères disent parce que elles veulent pas forcément aller jusqu'au bout de leurs pensées, les mères. Elles se sentent quelquefois en difficulté dans leurs pensées. Souvent, le thérapeute, il est là pour aller plus loin de par sa formation, effectivement, d'aller plus loin dans l'expression. Et souvent, les mères disent, oui, c'est vrai, c'est comme ça. Oui, c'est vrai, c'est comme ça. Mais encore fallait-il le dire. Et on voit bien dans les groupes aussi comment quelquefois on protège un petit peu éventuellement le groupe pour ne pas aller jusqu'à dire sa pensée. La fonction des thérapeutes, c'est justement d'aller jusqu'au bout d'une expression qui est parfois dont on a peur. On a peur parfois de dire les choses, on se sent coupable. Voilà. Et puis il y a toute la question du couple aussi, quelquefois, qui apparaît aussi dans les groupes de parole. Les pères sont pas là parce que en tout cas moi, ce que j'ai animé avec le docteur Soubieux, c'est des groupes de mères. Les pères sont pas là, mais ils sont beaucoup là par la parole. Puisque si on dit que la parole, ça fait exister l'autre, les pères sont aussi beaucoup là. Oui, alors du coup, bah, on va passer à une autre question que j'avais. Il y en a certaines, je vais revenir après, mais comme vous parliez des pères. Ouais. Justement, vous avez animé des groupes de parole pour les mères endeuillées, pas pour les pères. Malgré tout, les pères étaient présents à travers la parole de leur conjointe. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire en fait des prises de parole par rapport aux pères? Est-ce qu'on pourrait imaginer des groupes de parole de pères? Comment est-ce que vous verriez les choses, même si au bout du compte, ce que je comprends bien, c'est que vous mettez l'accent sur le fait que voilà, les pères aussi vivent un deuil, c'est tout à fait normal, c'était leur enfant, mais il y a cette dimension corporelle qui est quand même extrêmement importante et qu'on ne peut pas déconnecter du deuil périnatal. C'est impossible de le déconnecter du deuil périnatal puisque quelquefois, ça s'est passé dans le corps de la mère, l'enfant est décédé in utero ou il y a eu une interruption médicale de grossesse. Donc, c'est des vécus sensoriels et perceptifs des mères et les pères sont
enfin, sont là en soutien, mais ils n'ont pas ce vécu corporel du côté des mères. Et ça, pour un enfant éventuellement qui viendra après cet enfant-là, ça va être pour la mère de revivre des choses d'ailleurs sur le plan corporel. Et on engage beaucoup les mères lorsqu'elles ont aussi un enfant qui viendra après, de ne jamais faire comme si elles n'ont pas été enceintes. Non, elles ont eu des sensations, non, elles ont eu des perceptions. Oui, elles ont vécu déjà une grossesse, elles savent comment au niveau corporel ça se passe. Et quand elles ont des consultations, nous les engageons toujours à raconter, est-ce qu'elles peuvent comparer ces grossesses? Est-ce que c'est la même grossesse que la grossesse, la première grossesse ou la grossesse où il y a eu cette interruption médicale de grossesse? Et ça, c'est vraiment aussi du perceptif. Donc ça c'est des choses auxquelles les pères n'ont pas accès sur leur vie intrapsychique. Maintenant, les pères, je crois que moi, j'ai pas l'expérience des groupes de pères. Il me semble que les groupes de parents, ça fonctionne un peu mieux que les groupes de pères. Les groupes de pères existent, hein, mais je crois que c'est assez peu en France. Ça existe assez peu. Les groupes de parents sont beaucoup plus actifs parce que là, je crois que c'est effectivement toute la dimension de la parentalité. C'est vraiment le couple parental qui est là dans un travail thérapeutique. Et je crois que dans les groupes de mères, si on écoute les mères, souvent les pères, quand elles reviennent, on leur demande ça s'est passé comment, t'as raconté quoi. Voilà, donc en fait, ils font le groupe, les pères. Moi, je crois qu'ils sont très, très précieux dans le groupe, mais parce que les mères racontent une autre fois euh, ce qu'elles ont dit dans le groupe ou ce qu'elles ont entendu dans le groupe. Et ça chemine aussi chez les pères qui, quelquefois, disent, mais comment ça se fait? T'y vas encore à ce groupe? T'en as vraiment besoin? Et les mères souvent répondent, bah oui, c'est ma petite bulle, voilà, c'est ma petite bulle. Et cette petite bulle, j'ai envie de la conserver encore un certain temps parce que j'ai tellement peur que cet enfant que j'ai perdu s'efface. Donc au moins, il y a un endroit où on ne parlera que de cet enfant. Et puis peut-être un jour, elles en ont moins besoin parce que le récit, c'est vraiment bien construit, qu'elles sont capables de raconter l'histoire de cet enfant et il n'y a plus besoin forcément d'oreilles bienveillantes pour relancer le récit. Et elles auront moins besoin de ce groupe. Peut-être qu'elles vont garder des liens aussi, les mères, avec certaines mères du groupe. Et elles savent très bien que ce qui les lie, c'est vraiment ce deuil périnatal. Et après, je crois qu'on peut faire de belles rencontres aussi. Voilà, et ça, c'est des histoires après, on pourrait presque dire d'amitié. Ouais, effectivement. J'avais envie de revenir sur un point. Moi, c'est quelque chose que je constate, que j'ai constaté à mon échelle individuelle. Pour les personnes qui regarderaient le live et qui me connaissent pas, moi, j'ai perdu mon bébé au cours du second trimestre de grossesse dans le contexte d'une IMG. Cette espèce d'impression que le ciel nous tombe sur la tête parce que nous n'étions pas au courant que ça pouvait se passer ainsi. C'est quelque chose qui revient aussi souvent dans les témoignages que j'ai dans le podcast ou dans les commentaires sur Instagram. Je pense que c'est quelque chose que vous devez avoir aussi beaucoup dans les groupes de parole, c'est pourquoi ça m'arrive, ça existe encore, comment ça se fait en fait, pourquoi je n'étais pas au courant. C'est quelque chose qui revient beaucoup. Aujourd'hui, il y a des podcasts qui en parlent. Le deuil périnatal arrive de manière assez timide, on va dire, dans la presse, entre guillemets, généraliste. Il y a déjà eu des articles dans la presse féminine. Mais voilà, on sent que on en parle un petit peu de plus en plus et que c'est nécessaire d'en parler de plus en plus. Euh, Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment montrer que on n'est pas seul quand on le vit. Pourquoi c'est nécessaire pour vous de sensibiliser euh, sur cette question-là? Alors, sensibiliser, c'est compliqué parce que on n'est pas forcément dans les moments de préparation à l'accouchement. Il n'est pas très bienvenu de parler du deuil périnatal. En tout cas, c'est encore, j'ai envie de dire, très, très discret, on va dire ça comme ça, parce qu'il ne faudrait pas angoisser les mères qui vont bien avec l'idée que le deuil périnatal, ça existe. J'ai envie de dire, aujourd'hui, on est quand même sur la journée mondiale hein, du deuil périnatal. C'est une journée qui a été mise en place depuis 2004.
donc je crois que c'est quand même peut-être aussi un vrai progrès en termes de société de pouvoir en parler aussi sur le plan mondial. Donc voilà, est-ce que la prévention, ça passe pas aussi par des choses comme ça? Quand on entend qu'il y a une journée mondiale du deuil périnatal, on se dit mais comment ça, il y a des bébés qui meurent, mais il y a aussi des mères qui meurent, hein. Donc voilà, donc il y a toutes ces questions-là qui peuvent être abordées comme ça, peut-être avec des journées comme aujourd'hui. Mais il est évident que dans les moments de préparation à la naissance, c'est pas des choses qu'on aborde. Alors, en même temps, il y a ce paradoxe. On fait de plus en plus de progrès sur le plan des échographies. On voit de plus en plus de choses quand on fait les échographies et tous les parents le savent, tous les professionnels le savent. Mais alors, c'est comme si on ne faisait pas le lien avec le fait, on voit plus de choses. Alors du coup, si on voit dans le développement d'un bébé quelque chose qui est pas vraiment, qui va pas très bien, où il faudrait refaire des examens, les parents le savent quand ils refont, on leur dit de revenir, qu'on va refaire une échographie, que là on va mesurer, c'est un développement du bébé qui est pas dans les normes. Bon voilà, là il y a quelque chose déjà d'une mauvaise nouvelle, hein, la chronique d'une mauvaise nouvelle annoncée, mais en même temps, on ne parle pas de qu'est-ce qu'on va faire si, je pense à l'interruption médicale de grossesse, par exemple, puisqu'on est un des seuls pays européens à proposer l'interruption médicale de grossesse jusqu'au dernier mois de grossesse, hein, bah, pourquoi on n'en parle pas on avance sur le plan scientifique et sur le plan des échographies, mais si on avance, si on voit beaucoup de choses, ça amène à prendre des décisions, quelquefois tardives d'interruption médicale de grossesse. Et encore, enfin, je pense que à mon grand étonnement, il y a encore des gens qui s'étonnent qu'on fasse accoucher les femmes. Bah oui, les femmes, elles accouchent quand elles ont un bébé dans le ventre, et déjà rien que ça, comment vous allez la faire accoucher? Bah oui, on va la faire accoucher. C'est ça qui va se passer. Donc, vous voyez, même ça, quand on parle de prévention, je trouve que c'est intéressant de se dire, bah oui, il y aura des accouchements à partir certaines de semaines d'aménorrhée. Oui, ça s'appelle un accouchement. Les femmes accouchent. Et ça reste encore presque quelque chose d'incroyable qu'il s'agit d'un accouchement. Bah, si, il s'agit d'un accouchement, bien sûr, et d'un accouchement qui est vraiment compliqué pour les mères parce que c'est l'accouchement d'un bébé mort. Dans les interruptions médicales de grossesse, il y a toute cette question-là, hein. Et dans le deuil périnatal, c'est de ça aussi dont il s'agit. Donc voilà. Oui, et puis Donc, pour les morts fétales in utero, en fait, quand on est confronté au oui, deuil périnatal, qu'on n'a aucun repère, qu'on ne savait pas que ça existait, qu'on encaisse à la fois un diagnostic, puis une multitude d'informations, et qu'on se dit déjà qu'on tombe dans un monde qu'on ne connaît absolument pas, il y a ce moment où il va falloir accoucher, oui, en plus. en C'est plus. le truc qui se rajoute, en fait, où là, ça apporte une sorte de panique, on se retrouve en apnée. Enfin, c'est extrêmement violent en fait. Effectivement, quand vous en parlez de cet accouchement, du fait qu'on n'en parle pas, finalement, on se rend compte que des termes qu'on peut croiser avant d'être enceinte, par exemple, deuil périnatal, ok, IMG ou mort fétale, ça peut être des termes qu'on croise, mais ils sont nimbés d'une sorte d'abstraction qui fait qu'on ne se représente absolument pas ce que ça peut être. Et c'est au moment où on y est confronté que là, on, on se rend compte de la réalité Ouais. de ce que c'est et qu'on prend la mesure du on est seul, pourquoi on n'était pas au courant. Et je pense que c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les groupes de parole, ça, les femmes qui disent qu'elles se sont senties très seules à ce moment-là, comme si elles étaient tombées dans un monde en plus dans lequel il y avait aucun repère. Un monde abyssal, vraiment. Quelque chose pour lequel les gens ne sont pas du tout préparés. Et c'est comme si on préparait les parents, les mères à l'existence de tout ce travail du côté du deuil périnatal, on serait presque les oiseaux de mauvais augure, hein. Il y a quand même un peu ça. Penser quelque chose, on est un peu dans la pensée magique. Si on raconte quelque chose ou si on pense quelque chose, alors ça va arriver. Bah, pas vraiment, c'est pas comme ça que ça marche. Ça s'appelle la pensée magique, mais penser quelque chose, c'est pas faire que cela arrive. Donc voilà, donc je crois qu'il faut aussi, peut-être que d'ailleurs, c'est important que tout le monde se rende compte que ces mères accouchent. Déjà, c'est peut-être le premier pas dans la
la question de la maternité et du deuil périnatal, c'est de dire que non seulement elles accouchent, mais bien évidemment elles accouchent par voie basse pour permettre aux mères de ne pas avoir un utérus cicatriciel, puisque le premier mouvement, c'est de demander une césarienne pour endormez-moi, faites-moi une césarienne et comme ça, je me réveillerai et ça sera terminé. Mais non, au contraire, tout le travail, c'est un travail qui permettra aux mères d'avoir éventuellement un enfant très rapidement après, si elles le souhaitent, plus tardivement, mais pour que le corps ne soit pas non plus, qu'il n'y ait pas cette cicatrice au niveau de l'utérus qui rendra la grossesse d'après plus tardive, par exemple. Pour, euh, pour certains couples, il y a des choix qui sont faits d'avoir un enfant très rapidement après la perte d'un bébé. Et il y a, voilà, la construction de ce deuil va se faire aussi avec l'arrivée d'un nouvel enfant. Il y a des femmes qui sont enceintes un mois ou 2 mois après la perte d'un bébé. Les bébés qui viennent après sont des bébés, quand les mères ont été suivies, qui vont très bien et qui n'épongent pas cette question du deuil périnatal. Parce qu'il y avait ces discours-là à un moment donné. Alors, quand est-ce qu'il faut refaire un bébé après la perte d'un enfant? Je crois qu'il n'y a aucune règle de temporalité, strictement aucune. Mais ce qui s'impose, c'est un suivi pour que justement chaque enfant ait sa place psychique dans la tête de la mère, du père et à ce moment-là, du coup, de l'entourage et de la société. Ça me permet de faire le lien avec la question des éventuelles grossesses qui suivent un deuil périnatal. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu par rapport à votre expérience du groupe de mères endeuillées, quelle était la place en fait des mères qui étaient de nouveau enceintes lorsqu'elles venaient au groupe de parole? Parce que là, vous donnez l'exemple des mères qui pouvaient être enceintes très rapidement après et qu'il fallait faire ce travail entre guillemets de deuil en même temps que cette nouvelle grossesse. Est-ce que le groupe de parole justement ça permettait à chaque enfant d'avoir vraiment sa place? Alors, je crois que quand, dans l'expérience en tout cas que moi j'ai de ces groupes de parole, il y a soit il y a un enfant après ou il n'y aura pas d'enfant après. Enfin bon, ça, dans l'histoire d'un couple, ça peut être très très variable et très très différent. Mais en moyenne, les mères, elles venaient à peu près entre 12 et 18 mois au groupe. Voilà, de manière régulière, puisque moi j'insiste, hein, le groupe il est hebdomadaire comme régularité, et ça je crois que c'est important dans un suivi, le côté hebdomadaire, une fois par semaine, eh ben oui, parce qu'un coup il y a des vacances, un coup il y a ci, un coup il y a ça, donc c'est pas tout à fait sur 52 semaines, mais sur une année, ça permet quand même qu'il y ait un vrai suivi dans une régularité. Donc voilà, donc sur ce temps-là, en fait, les mères, elles se posent toujours la question, quand elles sont enceintes, est-ce qu'elles viennent encore au groupe ou est-ce qu'elles viennent pas au groupe? Parce que qu'est-ce que ça va faire aux autres mères d'annoncer qu'elles, elles sont enceintes et que les autres ne le sont pas, ou peut-être certaines essayent d'être enceintes, n'y arrivent pas aussi vite qu'elles veulent. Enfin voilà, c'est toute une question, et souvent cette question, elle est tout en délicatesse par rapport aux autres mères. Donc on voit quelquefois ces mères arriver habillées avec un grand pull pour que ça se voit pas. Elles le disent pas d'abord d'emblée. Comme s'il fallait protéger les autres mères du groupe. Et en fait, une fois que les mères arrivent à dire qu'elles sont enceintes d'un nouvel enfant, ce qui est assez formidable dans le groupe, c'est le groupe qui est enceinte. Elles vont porter toutes ce nouvel enfant. Il faut qu'il soit vivant, il faut qu'il vienne réjouir d'une certaine manière le groupe. Et en fait, c'est les seules femmes enceintes supportables. Les seules femmes enceintes que les mères peuvent supporter, c'est les mères qui sont enceintes dans le groupe. Les autres femmes, dans la rue, dans la famille, c'est insupportable. Mais les mères du groupe, c'est autre chose, c'est d'autres grossesses et elles sont soutenues de manière très, 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 très claire, hein, par le groupe. Et non seulement il y a un soutien, mais il y a une attention particulière. Mais les mères qui continuent, qui décident, alors qu'elles sont enceintes, de continuer de venir au groupe, je crois qu'elles ont en tête qu'elles veulent vraiment que le bébé qu'elles ont perdu avant ce bébé qu'elles portent, il faut qu'il ait sa place. Cette place, il l'a dans le groupe, parce qu'il a un groupe de copains en fait, hein, ce bébé-là, il a un groupe de copains, et donc il faut continuer à l'inscrire parce que
la très grande crainte, c'est effectivement que ce bébé qui va venir après, je pense qu'il n'est jamais un enfant de remplacement quand les mères ont été suivies. C'est un terme avec lequel je suis absolument pas d'accord quand les mères sont suivies. Mais surtout, il faut que ce bébé, il ait des dates, des choses précises. Et en tout cas, la date hebdomadaire où on va penser à lui, on vient pour lui, on va penser à lui dans ce moment-là pendant 1 heure lors du groupe, et tout le monde le connaît un peu ce bébé-là puisqu'on on en a parlé. Eh ben, quelquefois, ça permet aux mères de pas du tout être dans la culpabilité pour ce nouvel enfant qui va venir, parce que il y a ce petit moment, 1 fois par semaine, où l'enfant va avoir sa place. Et puis, ce qui va permettre aux 2 enfants, aux 3 enfants, d'avoir chacun leur place. Dans le livre que j'ai écrit avec Marie-Josée, il y a une belle histoire d'une maman qui se posait la question de la place, puis elle avait d'autres enfants qui étaient des aînés, et vous vous souvenez, il y a eu la tempête qui s'appelait Gabriel, Oui, et ce petit garçon s'appelait Gabriel, et ses aînés ont dit: ah maman, mais ça y est, on sait pourquoi la tempête s'appelle Gabriel, c'est à cause de notre frère Gabriel. Et la mère a répondu oui. Et elle était enceinte d'un autre enfant. Elle a dit, ben voilà, en fait, les enfants, à travers le discours que j'ai pu leur fournir, d'un seul coup, ils entendent à la radio qu'il y a la tempête Gabriel, et ben ça leur permet comme ça de parler de ce petit Gabriel qu'ils n'ont jamais connu, qu'ils n'ont jamais vu, mais ils savent que ce bébé est inscrit quelque part. Et le nom de la tempête, ça leur permet d'avoir une espèce de représentation de cet enfant mort in utero, qu'ils n'ont pas connu, qu'ils ont attendu, mais qu'ils n'ont pas connu. Mais d'un seul coup, la tempête, voilà, c'est un signe de Gabriel. Et on va accueillir cet enfant qui viendra après Gabriel. Voilà, moi, il me semble que ça, c'est des signes. Vous voyez que les choses s'inscrivent, en fait. Et même les enfants peuvent en parler parce qu'on les a aidés à inscrire les choses. oui, à travers le récit. En fait, pour résumer, ce que vous dites, c'est que lorsqu'il y a une grossesse après, qu'on est enceinte, qu'on vient à ce groupe de parole, euh, avoir ce groupe de parole dans lequel on fait une place à l'enfant d'avant, à l'enfant décédé, ça permet d'une certaine manière, pour résumer, de lui faire une place dans la famille aussi, dans sa Oui, propre famille. absolument. Et dans sa propre famille, parce que effectivement, c'est très compliqué de raconter ça, ou de raconter l'histoire de l'enfant, ou par exemple, je sais pas, une des questions du groupe, c'était c'est bientôt la fête des mères, qu'est-ce qui va se passer pour nous? On va faire comme si la fête des mères, ça n'existe pas, parce qu'on n'est pas des mères en fait, puisqu'on n'a pas de bébé vivant. On va nous fêter la fête des mères avec l'idée qu'on est des mères endeuillées. Mais alors du coup, qu'est-ce qui va se passer? Puisque voilà, sur le plan commercial, en tout cas, la fête des mères, on l'entend beaucoup à un moment donné. Et c'est par exemple une des grandes questions quand je parle des dates. Dans le groupe, il y a des dates comme Noël, qui sont des dates excessivement compliquées, la date de la fête des mères, et puis il y a la date pour les mères de la grossesse, la date de l'accouchement présumé. Voilà. Vous voyez, en fait, un récit, ça se fait Ouais. aussi avec des tas d'histoires de dates quand même. Il y a une imbrication en fait de différentes échelles de dates, l'échelle Ouais. individuelle de la grossesse de l'enfant et les dates de la société où forcément on s'était projeté vers cet événement ou alors Oui. on se retrouve à être frappé par cette date qui s'impose à nous à laquelle on ne pensait plus, la fête des mères par exemple, la première fête des mères quand on n'a pas d'enfant vivant, c'est vraiment impossible de passer à côté. Donc Mm. forcément ça s'inscrit aussi Ouais. en nous en fait, ça entre en résonance de manière très profonde. Et puis qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que l'entourage fait à ce moment-là? Je crois que l'entourage est aussi très démuni d'une certaine manière. C'est pour ça que je parle de maladresse. Je pense que la mère d'une mère, elle y pense bien sûr à la fête des mères, mais en même temps, qu'est-ce qu'elle va... Elle a une fille vivante. Donc du coup, dans la question des générations, ça devient très compliqué. Qu'est-ce qu'une mère va dire à sa propre fille au moment de la fête des mères? Et qu'est-ce qu'une fille va dire à sa mère? Voilà, donc vous voyez, des choses comme ça sur le transgénérationnel, c'est aussi, quand je parle de millefeuille, c'est aussi ça dont on parle, c'est que
toutes les générations vont être aussi impactées par rapport à la question de la perte de cet enfant et la question de la parentalité, de la maternalité, de la paternalité. C'est aussi pareil pour les pères. Voilà, je crois que les pères, ils sont très souvent plus discrets en termes de paroles et de la manière dont ils vont raconter l'histoire. Et ça s'appuie peut-être plus sur les mères d'ailleurs qui vont raconter l'histoire, mais je pense que c'est peut-être vrai, pas que dans le deuil périnatal. Très souvent, les mères, elles racontent peut-être un peu plus que les pères un certain nombre de choses concernant les enfants. Oui, Et c'est sans pas pour ça qu'ils sont pas des genrer, en pères. fait. Oui, Peut-être qu'ils effectivement. s'appuient Ça, je le sur le perçois. récit des mères. Je le perçois aussi dans le podcast. C'est beaucoup plus compliqué d'avoir des pairs pour témoigner. Il y en a quelques-uns, il va y en avoir quelques autres durant les prochains mois, mais effectivement, c'est plus compliqué, en tout cas. Je suis en train de regarder l'heure qui passe, Isabelle. J'ai une dernière petite question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez en mettre dans la boîte à questions ou en commentaire, mais on va bientôt terminer. On terminera vers 15 heures ou plus tard pour libérer Isabelle qui nous a consacré 1 heure aujourd'hui. Comme on était encore sur la question de la grossesse d'après, quand il y en a une, parce qu'effectivement, il n'y en a pas toujours, et que on se rend compte que voilà, c'est une problématique qui peut être extrêmement compliquée. On peut être enceinte très rapidement après, comme on peut attendre des années, comme parfois on se rend compte que ce sera impossible ou trop compliqué du fait de ce deuil qui a amené des problématiques comme des risques de récidive ou Ouais. voilà. Euh, mais pour quand même terminer sur cette question de la grossesse d'après, il y avait quelque chose dont vous m'aviez parlé, qui était la question du stress. Ouais. Parce que on voit énormément de choses sur le stress quand on est enceinte. Et quand on a vécu un deuil périnatal, le stress, l'angoisse, on ne peut pas s'en départir. C'est impossible. À moins de vivre, voilà, de se dire je me protège de tout et je ne pense plus à ce que j'ai vécu. Ce qui est en Ah fait ben, vous avez impossible une puisque ça se solution, rappelle vous dans notre faites la belle corps. au bois dormant. Voilà, Vous donc dormez c'est pendant 9 impossible. mois. Vous avez mis en avant le fait que pouvoir déposer son stress, ses angoisses, ses interrogations, c'était quelque chose en fait qui était extrêmement important pour cette grossesse et puis aussi pour l'enfant à naître. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, oui, enfin, la question de l'insouciance, en tout cas, je crois, pour la grossesse d'après, c'est terminé, et définitivement terminé. C'est-à-dire que non seulement les mères, elles ont vécu un traumatisme, enfin une catastrophe, parce que je pense que quand les mères, elles ont en tête, et d'ailleurs toute leur vie, elles ont en tête qu'il n'y a pas plus terrible que la perte d'un enfant. Donc voilà, donc ça c'est vrai pendant la grossesse, c'est vrai pendant toute la vie, de se dire que l'ordre des générations, c'est pas pour des parents de vivre la perte d'un enfant, c'est de vivre la perte de leurs parents et l'ordre transgénérationnel, c'est celui-là. Donc la question de la perte d'un enfant, ça anime toutes les personnes qui vont devenir parents, qui vivent comme des parents, avec plus ou moins effectivement de stress, mais en tout cas, pour des mères qui ont vécu un deuil périnatal, la question de l'insouciance, c'est terminé. Dès que on entend, on a l'impression que le bébé bouge pas, il n'y a pas d'autre fantasme que bien sûr il est mort. Il n'y a pas juste que le bébé peut dormir, parce qu'un bébé ça dort beaucoup quand même. Voilà, donc les fantasmes sont toujours des fantasmes qui vont aller du côté de la question de l'angoisse de mort. Et bien évidemment, il y avait ces discours, en tout cas qui, je crois, aujourd'hui, pour des professionnels sérieux, ne sont pas du tout entendables. Il y avait ce discours, mère stressée égale bébé stressé. Enfin, voilà, comme s'il y avait voilà, une espèce de... Ça part du psychisme de la mère, ça va directement dans le psychisme du bébé. Et alors, donc, ces bébés-là seraient des bébés excessivement stressés. Or, on oublie qu'il y a certes le psychisme de la mère, mais il y a ce qu'on appelle le placenta, qui est quand même un filtre assez intéressant. Il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur le placenta, et qu'un bébé, il peut aussi être dans sa bulle sans être complètement percuté par le psychisme maternel en direct, surtout par des mères qui sont suivies et qui peuvent, à travers ce qu'elles
ce qu'elles mettent comme mots sur ce qui se passe dans leur vécu corporel, parce que j'insiste, c'est quand même beaucoup de vécu corporel et c'est des interprétations du vécu corporel. Ce qu'elles vont faire, les mères, c'est des interprétations. Donc, plus elles auront effectivement de stress ou en tout cas des interprétations toujours dans le sens de la mort de l'enfant, plus on leur conseille d'aller consulter à la maternité, d'aller aux urgences de la maternité, de demander à ce qu'on vérifie par rapport à ce qu'elles ont pensé, qu'est-ce qui se passe pour ce bébé-là, et de ne jamais rester seule avec ces questions-là, et d'une certaine manière, les professionnels qui vont s'occuper des mères après un deuil périnatal le savent, sont formés à ça, ils vont toujours accueillir les mères comme étant, ils sont là pour ça et pour rassurer les mères sur leur vécu. Donc, il n'y a pas besoin d'attendre, de se poser des questions. Oui, l'insouciance n'existera plus jamais. La question de la mort de l'enfant est un fantasme qui habite toutes les mères et il faut essayer de consulter dès qu'on a une inquiétude, d'aller aux urgences dès qu'il y a pendant ces grossesses-là. Et en tout cas, l'expérience que nous avons, nous, depuis un certain nombre d'années, et ça serait intéressant d'ailleurs que des mères témoignent dans peut-être un de vos podcasts, c'est que les bébés d'après, quand les mères sont bien suivies, sont plutôt des bébés très calmes et des bébés qui sont là, qui rassurent assez facilement leur mère et qui sont des bébés plutôt costauds et pas du tout des bébés complètement stressés. Voilà, donc je crois il y a pas de choses qui se passent en direct comme ça entre le psychisme d'une mère et un bébé. Il se passe plein de choses qui font que une mère peut tout à fait protéger un enfant de cette insouciance qu'elle aura perdue définitivement. J'ai envie de dire, c'est pas que l'enfant d'après, c'est les grossesses d'après. Il y aura, et heureusement d'ailleurs, puisqu'on peut se dire que si on a mis les choses en récit, on sait très bien qu'un début de grossesse n'amène pas forcément toujours à une fin de grossesse heureuse. Et le vécu fait qu'il s'est inscrit et que la mère va faire avec ce vécu-là, ce deuxième enfant, ce troisième enfant qu'elle a perdu. Et même si on a un cinquième ou un sixième enfant après, rien n'est jamais gagné en fait. Une grossesse, c'est à petits pas qu'il faut aller dans cette grossesse. Je voulais juste, peut-être avant qu'on arrête, je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui moi, me semble important, c'est dans ces groupes thérapeutiques. Voilà, il me semble que dans ces groupes thérapeutiques, pour éventuellement les professionnels qui écoutent aussi et qui seraient intéressés pour mener des groupes, je crois que quand vous parlez de vertu thérapeutique, c'est des groupes qui sont très, très importants parce que ça évite que les mères tombent dans la mélancolie. Et je crois que la mélancolie, c'est pas du tout la dépression. C'est d'ailleurs deux termes complètement différents. On pourrait en parler plus précisément, mais si vous voulez, la mélancolie, c'est quand même un des risques très existants pour les mères endeuillées de basculer comme ça du côté de la mélancolie et avec tout ce que ça entraîne, de risques suicidaires et de beaucoup de choses qui deviennent vraiment très dangereux pour les mères. Alors du coup, je vous remercie pour conclure. En fait, l'idée, c'est vraiment de montrer que la parole, elle est importante. Quand on vit un deuil périnatal, la prise de parole, écouter la parole des autres, c'est extrêmement important. Ça va à l'encontre même de cette notion de tabou qui, pourtant, va souvent encore de pair avec le deuil périnatal. Et en tout cas, je vous remercie énormément parce que on se rend compte que les groupes de parole, ça permet finalement de lier des personnes qui ne se seraient jamais rencontrées s'il n'y avait pas eu ce deuil périnatal et de pouvoir créer du lien avec des personnes qui ont les mêmes repères que nous, qui ont pu avoir les mêmes émotions, qui n'ont peut-être pas exactement la même histoire, mais c'est vraiment créer du lien et faire en sorte qu'il y ait ces paroles qui entrent en résonance pour nous aider dans notre deuil à cheminer petit à petit, à franchir toutes ces étapes qui sont pas des étapes émotionnelles, les étapes du deuil, entre guillemets, mais vraiment les étapes
auxquelles on va être toutes confrontées, Oui, quel que soit le terme de la grossesse, en fait. À oui, partir du oui. moment où, par exemple, on va accoucher par voie basse, c'est pas forcément à partir de 22 semaines d'aménorrhée, comme la définition de l'OMS. Ça peut être avant. Peut-être qu'on n'aura pas de congé maternité, mais on peut avoir un long arrêt maladie. Et là, il faudra reprendre le travail. Ça, c'est une étape. Oui. Revoir du monde, c'est une étape. Ressortir de chez soi, être confronté à des femmes enceintes, revoir des bébés, sont des étapes qu'on franchira plus ou moins rapidement en fonction de l'histoire qui est la nôtre et de nos émotions. La question de la grossesse d'après, etc., etc. C'est vraiment, voilà, créer du lien et montrer qu'une parole qui circule ne peut avoir que des bienfaits pour les personnes qui ont vécu un deuil périnatal, si je comprends bien. Oui, 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 vraiment, vous résumez très très bien les choses. Je crois que c'est tout à fait ça. Et je crois aussi que c'est la question de la mise en récit qui répond toujours à l'énigme des origines et de la finitude. On sait très bien que les contes font ça très très bien et les mythes aussi. Et je pense que la mise en récit, elle appartient aux parents. C'est les parents qui vont mettre en récit cette histoire de vie. Et il faut qu'on les aide dans cette mise en récit parce que c'est un récit triste. Ça sera toujours une tristesse qui va devenir plus douce, mais il faut que chacun mette un petit peu d'éléments comme ça pour la mise en récit à travers le passage de ces bébés-là. Et voilà, ça nous permettra de peut-être de répondre un peu mieux à l'énigme de la vie, de pouvoir mettre les choses en récit. Je vous remercie énormément, Isabelle. Donc, pour les personnes qui nous ont rejoints en cours de live, je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne, Oui, et puis voilà. psychanalyste. Donc vous avez Vous avez, voilà. Alors, vous Voilà. avez coécrit avec Marie-Josée Souvieux. Donc, comme c'est en miroir, je vais donner le titre. C'est Ah oui, Deuil voilà, périnatal je peux et rien faire groupe. de mieux. Ouais. Deuil périnatal et groupe de J'avais envie de parole vous pour lire les quelques mères. petits témoignages, mais voilà, ce livre a aussi l'intérêt d'avoir des témoignages de parents, de mères, qui expliquent peut-être un peu mieux que moi, parce que je pense que elles le disent peut-être avec leurs mots. Voilà, le groupe, ça leur a servi à quoi en fait? Et voilà, il y avait plein de petits témoignages qu'on n'a pas eu le temps de reprendre, mais voilà, c'est vraiment des témoignages de mères qui ont participé au groupe plus ou moins longtemps, mais voilà, qui peuvent en C'est dire important. l'intérêt. C'est Et important de le dire parce que c'est vrai qu'on n'arrive pas souvent à identifier les livres sur le deuil périnatal. Voilà, là, en l'occurrence, les éditions RS, il y a beaucoup de livres de psychologie où on va se dire est-ce que c'est tout public ou pas. Que vous puissiez dire qu'il y a beaucoup de témoignages de mères, ça oui, permet de faire en sorte que ce livre devienne aussi une ressource pour les oui, personnes qui ont vécu un deuil périnatal et qui ne sont pas des professionnels, qui ont été confrontées elles-mêmes bien sûr, à leur bien sûr. propre Et deuil voilà, périnatal. Ouais. l'intérêt d'un groupe et peut-être aussi, en tout cas, l'espoir que l'on avait aussi avec Marie-Josée, c'est que ça aidera des professionnels puisqu'on décrit un petit peu enfin, quels sont les moteurs dans ce groupe. En tout cas, l'idée, c'est aussi que ça puisse être un livre qui s'adresse aux professionnels, il faut que des professionnels s'engagent à mener des groupes comme ça. Et je crois qu'il faut quand même une formation, non seulement sur le deuil périnatal, mais sur le groupe. Il faut avoir cette double casquette en termes de formation sur le deuil périnatal, parce que c'est un deuil complètement spécifique, et sur la question d'un groupe, parce qu'un groupe, ça ne se mène pas tout à fait pareil que d'un travail individuel. Donc, espérons que les professionnels s'engageront encore plus. En tout cas, je vous remercie énormément, Merci beaucoup, Isabelle. Sophie. Et merci beaucoup à l'association Agapa de m'avoir proposé d'animer un live cet après-midi. Merci à vous Merci. d'avoir Bah, accepté tout mon a marché invitation. sur le plan technique. Voilà. Donc, Très bien. je Merci, vous souhaite Sophie. une belle fin de journée, belle fin de journée à tout le monde, bon week-end à tout le monde. Et puis, je vais couper ce live et normalement, vous pourrez le retrouver en replay sur le compte Agapa. Vous pourrez le retrouver aussi si tout marche bien. Je croise les doigts sur YouTube. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Au revoir.